Comment ça va les gars? Ça va? Et toi? La forme, Manuel ça va? Bonjour Manuel. Je sais pas pourquoi Manuel, si je lui demande pas personnellement comment il va, les gars ils se sentent pas concernés. Non, ce n'est pas un gars, Tu te fais un peu désirer. c'est Manuel. Les gars, on a pris une décision plus que rapide aujourd'hui. Ouais. Pourtant c'est quand même ce qui caractérise le business dans lequel on est, mais là c'était... Là, c'était très rapide. Pour vous dire, on a pris cette décision il y a quelques heures et Romain le sait que depuis 20 minutes. Voilà, vous avez et je subis. On avait très peur de sa réaction. Ça fait combien de temps qu'on fait ce podcast? Un peu plus de 2 ans. Ça fait 2 ans. Un Moi, peu je l'ai plus, rejoint entre-temps. C'est beaucoup mieux depuis, les gens le disent. Non, toi tu nous as rejoint il y a un peu plus de 2 ans. Ah ok, bah, je vous ai rejoint à ce moment-là. J'ai dit tout de suite en arrivant, c'est vraiment un nom de merde. C'est vrai. Et aujourd'hui, on a pris les décisions de le changer. Donc, nous ne sommes plus Takeout, nous sommes Speakeasy by Influx. Donc ça fait 2 ans que tu penses que ce nom c'est de la merde, mais on a mis 20 minutes pour le changer. Je vous l'ai toujours dit. Bah, on a pris une décision, C'est vrai. en l'occurrence très rapide, pour un truc qui potentiellement peut avoir un impact. C'est-à-dire peut-être que dans toute la France, les gens disent « Oh, t'as écouté Takeout, c'est fini. Tout à fait. » Ça n'existera plus. Vous pouvez le reprendre si vous voulez faire. Ça peut peut-être faire de la pub gratos. On vous donne le nom gratuitement. C'est offert par Romain qui l'avait trouvé. Ouais, je pense que vous allez l'expliquer mieux que moi, mais il y avait aussi une histoire complètement naturelle avec ce nouveau nom que tu n'as toujours pas annoncé, Léo. Si. Si, tu l'as déjà dit là? Ouais. Ok, il faut vraiment que je me réveille. Et le lieu où on enregistre. Le lieu où on enregistre et l'histoire dans laquelle on baigne, Léo et moi, depuis 6 ans et le business dans lequel baigne Manuel depuis 25 ans. Ça va? L'eau du bain est toujours bien? Kiedas. Ça va? Ok, Un petit à deux. tu m'étonnes. Parce que tout ça, ça a un rapport avec Influx. Pour présenter aux gens un petit peu ce qu'on fait, toutes les semaines, on parle d'entrepreneuriat, de productivité, de développement personnel, de créativité. Qu'est-ce qui nous donne la légitimité de parler de tout ça? Si on peut faire juste une présentation extrêmement rapide, parce qu'après, il y a quand même plein de gens qui nous connaissent. Manuel, qu'est-ce que tu as créé? Moi, j'ai créé une des premières agences digitales en Europe, à la fin des années 90, Magnifique. qui s'est développée avec le temps dans un peu plus de 50 pays. Romain, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je comprends même pas. J'ai lancé il y a un peu plus de 10 ans, ça fait 12 ans maintenant, une chaîne pour parler d'innovation technologique sur YouTube. Et j'étais parmi les premières chaînes YouTube de France il y a de ça quelques années à se lancer. Et merci, je le découvre, parce que ça fait que plus de 10 ans qu'on se connaît, Romain et moi, parce que moi aussi, j'ai une chaîne YouTube qui parle d'innovation technologique. Et notre rencontre, ça a été vraiment la création, la fondation, pas que de ce podcast, mais surtout d'Influx, qui est un agent de créateur de contenu. Donc on représente des créateurs, des influenceurs qui font le même travail que toi et moi, Romain. Enfin, je vous rassure, Léo représente personne. Ah non, moi, Il je a déjà du mal à se personne. représenter tout seul. Moi, c'est très simple, je vais en parler dans ce podcast, dans ce speakeasy, parce qu'on tourne dans un vrai speakeasy C'est vrai. qui est au sous-sol d'Influx. C'est vrai. Et pour reprendre la genèse de tout ça, en fait, moi, dans mon métier, qui était un métier d'agence de communication digitale, Ouais. les marques venaient et disaient la relation avec les créateurs de contenu, c'est catastrophique. On n'arrive pas à l'organiser, on a du mal à obtenir ce qu'on veut, on ne sait pas comment leur parler, etc., etc. Et en fait, là-dessus, nous, on conseillait des marques dans de nombreux pays. Ouais. Et on se rendait compte qu'aux États-Unis, en Europe, en Asie, c'était un truc qui revenait régulièrement. Je rencontre Romain, pour ceux qui sont des fidèles du podcast, vous avez l'anecdote sur le fait qu'il m'envoie un message sur Facebook. Et au même moment, Euh, on faisait les premières collabs qui se passaient pas toujours très bien. Avec des marques. Ouais. Exactement, de mon côté côté. créateur, tu veux dire. Oui, bien sûr, côté Voilà. créateur. Donc Romain m'écrit, etc. Et puis là-dessus, on se dit que. Et puis Léo arrive dans l'équation. Moi, je suis toujours par là. Oui, c'est mon exactement. rôle. Et puis on se dit, en fait, oui, il y a un problème à résoudre. C'est que les marques ont des objectifs, les agences de communication aident les marques à organiser leurs objectifs, à définir leur stratégie des moyens, souvent par zone géographique, en fonction de leurs enjeux, on va dire. Et puis au milieu, tu as les créateurs qui essayent de raconter leurs histoires, de développer leur contenu, d'être passionnés par ce qu'ils font et qui ont besoin de la relation avec les marques pour les soutenir dans leurs projets. Et ce lien était pas forcément évident. Et souvent, Influx est confondu avec une agence, en fait. Alors que en réalité, on n'est pas une agence. On est agent de créateurs. Et on a amené dans cette industrie des créateurs de contenu
de génération numérique, ce qui existe chez les artistes, qui peuvent être, je sais pas moi, des acteurs, des chanteurs, des mannequins, etc., etc. C'est-à-dire que on représente les créateurs, on essaye de trouver ce qu'il y a de plus intéressant pour eux dans les collaborations avec les marques pour qu'ils gardent leur indépendance de point de vue, leur indépendance éditoriale, etc., tout en collaborant avec des marques pour pouvoir vivre concrètement, et en même temps en ne confondant pas tout cela avec de la publicité, parce qu'il ne faut pas que les marques se disent que parce qu'ils collaborent avec un créateur de contenu, ils peuvent dicter les paroles de ce créateur. Non, c'est autre chose. Et d'ailleurs, cette industrie, elle pèse, parce que cette année, cette industrie à l'échelle mondiale va peser un peu plus de 32 milliards de dollars de revenus qui vont être distribués des marques vers les créateurs de contenu à l'échelle mondiale. Ça fait quand même beaucoup d'argent. J'ai pas ça, moi. Et donc, la question de comment on fait en sorte que ces moyens soient utilisés efficacement pour faire en sorte que les marques soient contentes et que les créateurs de contenu soient de plus en plus forts, des entrepreneurs stables, avec lesquels on a envie de collaborer dans le temps et pas dans une économie fragile où on voit du gifting et des bons d'achat sur Amazon de $200 en échange de je sais pas quoi. Ça, c'est pas sérieux, c'est pas une économie sérieuse. Et en Europe, encore, aujourd'hui, je trouve qu'on est assez en retard dans la relation entre les marques, les agences et les créateurs. Et nous, on essaye, chez Influx, avec humilité, de coacher les créateurs pour qu'ils soient de vrais créateurs professionnels, sérieux, qui tiennent leurs délais, qui soient entraînés sur leur capacité à bien raconter des histoires, à captiver une audience, etc. Et à bien collaborer avec des marques de façon aussi professionnelle et captive. Et on essaye de contribuer à faire en sorte que ce marché s'agrandisse pour nous comme pour tous les acteurs de ce marché, et qu'il y ait une place durable à long terme pour les créateurs de contenu comme étant un des leviers, un des instruments disponibles pour aider les marques à mieux raconter leurs histoires. C'est passionnant parce que c'est un marché qui est en mouvement en permanence. Les créateurs changent, les contenus changent, les façons de raconter les histoires changent, les marques changent. La vision qu'a les marques de l'influence change aussi en permanence, on l'a vu récemment. La vision des gens de l'influence bouge en permanence, donc c'est vraiment un marché qui est en mouvement. Dans le nom Influx, il y a cette notion de mouvement. Tu peux juste nous l'expliquer parce que je suis pas sûr que tout le monde l'ait bien saisi, le nom Influx. En fait, à la base, ce nom, on discutait et on essayait de trouver un nom à cette activité qui, au tout début, il faut le reconnaître, était une branche d'activité de ma précédente agence avant de devenir indépendante. Et Influx vient de l'influx nerveux. Ok. Et se dire, voilà, comment on rajoute un peu de nerf dans la communication, quelque chose d'un peu vivace, réactif, rapide. On parlait des décisions rapides. Et le nom vient de là. Je suis tellement content que ce soit Manuel qui le raconte. Parce que moi, je pense que pendant les premiers rendez-vous clients, je disais Influx, c'est parce qu'on se bouge le cul. Voilà. C'est bonjour. Pour les gens qui nous découvrent, on vous présente Romain. Je pense que c'est intéressant aussi de comprendre le rôle de Manuel. On le comprend, évidemment. Mais Léo, au-delà d'être créateur de contenu, t'as rejoint très vite les activités Influx. Si tu peux expliquer un peu ton rôle. Donc moi je suis effectivement représenté par Influx. Influx est mon agent, et grâce à ça je fais énormément de thunes. Moi je suis le pote dans la soirée Influx avec un verre qui de temps en temps fait une bonne vanne. Alors, parce que Léo il switch entre le côté humble et le côté parfois je me la pète un peu trop. Léo aujourd'hui occupe une place importante dans tout le branding de Influx. Léo, il est dépositaire de l'identité d'Influx. Ce projet m'a intéressé dès le début, avant même qu'on va dire que je le rejoigne officiellement, parce que ce que tu disais tout à l'heure, Manuel, dans les trucs qui marchent pas, dans l'influence, dans la communication avec les marques, etc., en tant que créateur, on l'a vécu avec Romain.
C'est-à-dire qu'on a bien vu qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas et que les marques comprenaient pas notre métier, qu'on était mal représentés, etc. Donc forcément, moi, c'est un truc qui m'a vachement intéressé parce que je connaissais plein de choses de ce métier-là. Ça fait plus de 10 ans que je fais de la création de contenu. Donc effectivement, je me suis senti investi directement. Et d'ailleurs, et l'un et l'autre, vous avez été représentés par des acteurs différents. Bien sûr. À travers le temps. Parce qu'évidemment, quand on se dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on essaye le truc le plus instinctif qu'on peut se dire, c'est de se dire, je suis peut-être pas représenté par la bonne personne. Ouais. Et en fait, ce qu'apporte Influx à ce marché, c'est pas tellement un énième acteur de la représentation, c'est une autre façon de considérer comment représenter les créateurs. C'est-à-dire que nous, notre job n'est pas d'être une énième alternative à représenter des créateurs, c'est d'avoir des fondations qui sont complètement différentes. Nos fondations sont différentes. On n'agit pas de la même façon parce que nos clients sont les marques et sont les agences. En fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer de la valeur pour ce triptyque qui est la marque, son agence de communication et le créateur. Tu fais bien de dire ça. Influx n'a pas pour volonté de remplacer qui que ce soit. Simplement, aujourd'hui, les influenceurs sont achetés et vendus, mais entre les deux, ils sont pas représentés. Et ça passe par quoi ? Par le fait de prendre du temps avec eux, et ça c'est surtout dans les équipes de Manuel qui, au-delà d'être dirigeant, t'occupent la place la plus importante du côté artistique, Manuel, parce que tu kiffes faire ça, il faut le dire aussi, et c'est d'ailleurs ce que dit très bien Manuel, c'est que pour représenter les créateurs chez Influx, il faut plus que tout les aimer avant même de vouloir travailler avec eux, et d'un point de vue créateur pour le coup, aujourd'hui, la plupart des agences par lesquelles j'avais pu être représenté avant sont juste là pour placer un intermédiaire qui va négocier de l'argent pour te faire des collabs. Mais à aucun moment on s'occupe de toi pour se dire quelles sont les bonnes idées à développer pour les 6 prochains mois, pour l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer autour de ton image de marque, puisqu'aujourd'hui un créateur c'est une marque, et c'est tout ce travail de représentation que font très bien les agents dans la mode, dans le cinéma, et c'est exactement la volonté d'Influx aujourd'hui. Voilà, c'est juste c'est de le faire dans ce nouveau métier entre guillemets qui est l'influence, et c'est à mon sens plus passionnant que de juste les vendre. Moi j'adore m'asseoir avec un créateur, peut-être dans ce speakeasy, et discuter de sa création, de ce qu'il envisage, etc. C'est passionnant. Notre expertise, on va dire, notre expérience dans ce domaine-là nous permet de donner des conseils. Et c'est hyper important de le faire et de partager tout ça à des créateurs qui sont nouveaux. Et ce qui nous différencie également, c'est que la gouvernance de l'entreprise est partagée entre des gens qui viennent du business de la communication, comme moi, des gens qui viennent de la structuration financière, parce qu'on ne peut pas faire une boîte comme celle-là sans la structurer et sans qu'elle soit profilée pour durer, et des gens qui viennent de la création de contenu, des créateurs eux-mêmes qui sont au bord de cette boîte et qui l'aident à prendre ces décisions. Et souvent, ce marché a été structuré par des gens qui viennent plutôt d'un background régie publicitaire. Ce que tu disais, je te vends de l'audience, je te vends des vues au kilo. Je te vends un profil, mais je te vends surtout des millions de vues, des taux de clics, etc., etc. Et j'accepte tout. C'est surtout ça. Et la réalité, c'est que si on veut faire en sorte que cette création sur le numérique soit indépendante, perdure, etc., etc., il faut défendre la création. Donc il faut défendre l'idée créative qu'il y a derrière chaque créateur, il faut défendre sa ligne éditoriale, il faut défendre son indépendance de point de vue, il faut aussi raisonner les créateurs sur ce qu'il est acceptable de ce qui n'est pas acceptable dans une relation commerciale, à quel moment on a une relation commerciale, à quel moment cette relation commerciale s'arrête, etc., etc. Exactement ce qui se fait pour un acteur. Ça viendrait à l'idée de personne de dire je suis en train de monter un film, je vais monter ce film avec Pierre Ninet et je ne paye pas Pierre Ninet, je le paierai en fonction du nombre d'entrées qui seront effectivement faites une fois que le film sera terminé, tourné. Alors il y a certainement des mécanismes d'incentive ou autres, ou de coprod, etc. etc. Mais on ne paye pas les créateurs n'importe comment. Et donc il n'y a pas de raison, si on fait appel à la fibre artistique et créative de quelqu'un pour porter un message de marque, on aille dans des modèles qui sont complètement dingues et qui détruisent de la valeur et qui font en sorte que les créateurs soient dans une
une situation de précarité financière très très forte. Nous, on travaille à faire en sorte que les créateurs sortent de ces relations commerciales un peu inféodées qui sont pas très bonnes. Et on a poussé ce modèle très loin, puisqu'aujourd'hui, on peut pas postuler chez Influx quand on est créateur. Non. C'est-à-dire que si on dit on ne peut représenter que des gens auxquels on croit, ça veut dire qu'il faut qu'on les sélectionne. Ouais. Et donc, nous, on a à la fois une combinaison de deux éléments, de la technologie qui repère des talents et une équipe de scouting qui va scruter ces talents et qui va définir le fait qu'on va approcher des créateurs, leur faire des offres pour rejoindre Influx. Mais tu ne peux pas, si tu es créateur, postuler chez Influx. On a voulu rebrander ce podcast parce que on s'est fait la réflexion que finalement tout ce qu'on partage ici toutes les semaines, c'est aussi ce qu'on apprend dans cette aventure en fait. Complètement. C'est ce qu'on apprend avec Influx sur la productivité, sur les erreurs qu'on a pu faire, sur les succès de la marque, etc. Il y a aussi toute l'expérience qu'on a en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur ou créateur, mais j'ai l'impression qu'on apprend vraiment énormément et c'est hyper intéressant de le partager ici et on n'est pas toujours d'accord parce qu'on a des personnalités qui sont très, très différentes. Je pense qu'avec Romain, on est à l'opposé, toi et moi. Et à peu près entre les deux, il y a Manuel. Les gens vont nous découvrir peu à peu, se rendre compte que les erreurs, c'est la spécialité de Romain. Mais qu'on me remercie parce que je l'ai fait plus vite que les autres. Donc on apprend plus vite. C'est vrai que tu prends des décisions très rapides. Ah oui, ça pas de problème. Pourquoi c'est important de prendre des décisions rapides dans le business ? On a littéralement, j'ai littéralement envoyé un SMS ce matin à Léo en disant on peut prendre un café dans mon bureau. Ouais, moi j'ai dit non, fin de l'histoire. Léo a sa définition de la matinée, donc il m'a dit ouais 11h30 dans ton bureau. T'as dit fin de matinée, c'est pile la fin de matinée. C'est vrai. Pardon. Et bref, et à midi la décision a été prise. Oui. Et on enregistre ce podcast en fin d'après-midi et Romain vient de découvrir qu'on allait rebrander le podcast il y a un quart d'heure. Je crois que Romain vient de découvrir qu'on faisait un podcast. C'est vrai. Mais ce qui est encore plus rigolo, c'est que à aucun moment, en fait, toute la psychologie de Influx, c'est de pas montrer de résistance avant de voir des résultats. Donc Léo m'en a parlé, il m'a dit t'en penses quoi? J'ai dit il me dit t'y tenais au nom de Takeout? Pas du tout. Voilà, alors on change. Et donc c'est vraiment, je pense que c'est important dans justement les prises de décision rapides, c'est de peser très vite le pour et le contre et de te dire déjà est-ce que c'est une décision dangereuse, est-ce qu'il y a un retour en arrière possible ou pas, et ensuite qu'est-ce que ça va pouvoir me permettre d'apprendre très rapidement. C'était juste ce que tu disais tout à l'heure, parce que quand Manuel disait que la spécialité de Romain c'était d'échouer, c'est tellement important d'échouer, mais d'échouer vite. Parce que si tu passes 10 ans de ta vie sur un modèle... Il y a quand même des trucs que je fais bien, bande de connards. Non, si tu passes 10 ans de ta vie sur un modèle et qu'au bout de 10 ans t'échoues, t'as perdu 10 ans de ta vie. Alors que si tu passes 10 ans à tester plein de modèles différents, plein de trucs, tu fais plein de tests et tous les jours à chaque fois, tu n'as aucune résistance au changement, et tu vas avoir un panel d'expériences, d'échecs et de réussites qui est forcément bien plus grand. Regarde, il est pas con, déjà il s'est échoué à Monaco. T'as vu? Et déjà là, c'était prévu. Il a pas choisi le pire endroit. Peut-être qu'on va prendre un shitstorm pour le... Je suis pas sûr, hein. je m'y attends pas, mais peut-être qu'on va prendre un shitstorm parce que les gens étaient hyper attachés au nom Takeout et on va se rendre compte que c'était un super nom. Non, moi je pense qu'on va prendre un Lovestorm. Speakeasy c'est cool et en plus de ça c'est une vraie pièce dans laquelle on est, qui est au sein d'Influx et qui rassemble tout le parcours et tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on partage. Donc pour moi niveau storytelling il n'y a pas mieux. Et en plus de ça, c'est l'aspect que j'aimais bien, c'était dire aux entrepreneurs etc qui nous écoutent que le meilleur moyen de communiquer c'est déjà de raconter ce que tu fais. Et en fait je trouve ça super comme exemple. Et j'aime bien l'idée que les gens s'imaginent en train de boire un cavalan avec nous dans ce speakeasy qui est un peu intimiste. Voilà, j'ai l'impression qu'on a une conversation avec les gens. Et d'ailleurs, j'ai vu plein de messages de gens qui disent qu'ils ont l'impression de passer un moment avec nous et de parler d'entrepreneuriat. La semaine dernière, dans les équipes, j'ai eu une réflexion. C'était « Oui, tu nous dis d'appliquer des process, mais ils changent tout le temps. » Ah bah oui. Et j'ai répondu « Bah oui, parce qu'ils marchent toujours pas. » Donc, quand il y a un truc qui marche pas, forcément, tu testes. Et ça a perturbé. Je l'ai vu au sein des équipes qui m'ont dit « Oui, mais toutes les 48 heures, il y a un nouveau template ou un nouveau truc. » J'ai dit « Bah oui, mais parce que le précédent était toujours pas bien, donc on applique. » « Oui, mais vous pouvez pas le faire une fois bien. » Bah non, parce que sinon, tu mettrais à jour le truc tous les 6 mois. Et du coup, tu serais OK pour utiliser de la merde pendant 6 mois.
Mais ça part d'un principe que je peux comprendre quand tu es un collaborateur dans une équipe, c'est que tu penses que ton chef sait. Or, il faut démystifier dans une entreprise. Ouais. Le boss ne sait pas beaucoup plus que toi. Hein. Non, il drive. Et j'ai appris la force de dire qu'est-ce que vous en pensez. Et Je trouve ça ouf. Non, mais vraiment, c'est un truc ouf. Parce qu'au début, j'étais exactement dans cette psychologie-là. Je me suis dit, merde, si t'as des gens dans tes équipes, c'est que forcément, tu sais mieux qu'eux. Il faut que tu aies une posture de Exactement. tu bombes le torse. Alors qu'il y avait des c'est trucs ainsi. où pas du tout, tu vois. Et cette force-là, elle est géniale. Et la réalité, c'est que tu sais pas beaucoup plus qu'eux. Peut-être un peu plus de cicatrices, un peu plus d'expérience, etc. Et donc, ça t'amène à être un peu moins naïf ou à prendre avec humilité, on va dire, des décisions qui sont dépolluées des trucs des erreurs les plus basiques. Mais souvent, tu sais pas mieux. Et je préfère une relation qui dit, on va essayer. On va essayer et on va voir ce que ça donne, en fait. On va laisser la data parler. On va voir ce que les gens nous disent. On va voir comment ils réagissent. On va voir si ça marche, si ça marche pas, si on peut encore améliorer un truc, etc. Enfin, pour revenir à la question de ce changement de nom pour ce podcast, il n'y a rien de dramatique là-dedans. On se dit juste, bon, ce nom, il dit pas grand-chose. Au final, on est là, on parle de notre expérience chez Influx, de notre marché, de ce qu'on apprend, et on a envie de le partager avec des gens. On n'est pas à l'abri de vous dire un truc dans un épisode et de vous dire totalement le contraire 1 mois et demi après, et ça ne sera pas une espèce de contradiction avec notre point de vue, c'est juste que notre point de vue a changé, il a évolué, et que la vérité d'hier n'est pas forcément celle du lendemain. On a fait un épisode récent sur l'IA. L'IA va bouleverser des tonnes de métiers. Un mec qui avait des tonnes de certitudes il y a 1 an sur la relation au travail, s'il ne remet pas en cause ses certitudes face à l'arrivée de l'IA, c'est qu'il y a un problème. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se contredire, il ne faut pas avoir peur de se dédire à partir du moment où il y a une espèce d'intégrité dans le raisonnement, en fait. Et donc, il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions rapides, d'essayer, d'apprendre de ce que ça nous dit et d'avancer. Mais comment est-ce que vous avez fait pour prendre une décision avec un nouveau nom ? Sûrement tout ce que ça va déclencher derrière, donc nouvelle direction artistique, logo, etc., en une journée. Parce que je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent se disent « Non mais attends, si moi demain, je dois changer le nom de ma boîte, je vais en parler à la petite souris, au chat, je vais devoir réfléchir pendant 2 semaines. » Non mais ça, c'est une to-do très longue. Tu la laisses dans ton truc, ça sera jamais fait, quoi. C'est très simple. Si ça avait pris plus de temps qu'un café, ça aurait été scandaleux. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de raison que ça prenne plus de temps. Ça n'engage à pas grand-chose, il n'y a aucun danger, il n'y a pas une conséquence dramatique à ce choix-là. Ça doit pas prendre plus de temps qu'un café. Parce que sinon, tu fais plus rien. Sinon, moi, à chaque fois que je crée une nouvelle vidéo et que je me dis « Ah, ça s'éloigne un petit peu de ma direction éditoriale d'habitude », je fais plus rien, en fait. Je fais des vidéos qui s'appellent « Le problème avec », insérer un nom de produit tech, et je fais plus que ça. Mais ce qui est très bien dans le fait d'échouer, c'est que de toute façon, c'est inévitable. Et plus tu échoues, donc plus tu testes, plus tu as une résistance à l'échec. Et elle est hyper importante. Moi, je sais que quand j'ai fait des vidéos pour parler de mon expérience qui n'ont pas marché, où je sentais que j'aurais dû prendre une autre DA et peut-être que ça aurait intéressé plus de gens, ou j'ai fait des mauvais choix au sein de la vidéo dans le script, etc., j'ai pris la data que ça m'envoyait. Je dis ok, ça c'est pas le bon titre, il faut pas que je refasse ce genre de choses, ou ça intéresse moins les gens, etc. Mais ça c'est hyper important, c'est hyper intéressant. Je suis trop content d'avoir pris ce risque-là, d'avoir testé un truc et de me dire pour les prochaines, je vais prendre une autre direction. Mais c'est ça qui te fait évoluer. C'est absolument inévitable, c'est souhaitable l'échec. Et c'est, je pense, parce qu'on ne confronte pas assez les gens à leurs échecs que on fait des personnages qui vivent dans une espèce de mythe. Il y a beaucoup de gens, surtout dans l'économie numérique, qui t'emballent leur parcours ou leurs expériences, on dirait des bisounours qui surfent sur des arcs-en-ciel. En fait, il y a pas un seul échec dans tout le parcours. Alors que je trouve que ce qui est intéressant dans un parcours, c'est ce que tu n'as pas réussi. Parce que c'est là où tu apprends le plus. Non, mais moi j'ai rien à dire, parce que c'est ma psychologie au quotidien. Parfois c'est un peu dangereux, mais c'est pour ça que je ne suis pas tout seul. Alors c'est quand même important de réussir 2-3 trucs au milieu. Hein. Oui, non, mais c'est justement comme ça que tu apprends à le faire. Le plus grand échec, c'est de n'avoir rien raté. Voilà, on voulait juste vous faire part de notre prise de décision rapide autour d'un café.
On rechangera le nom la semaine prochaine, il faut le savoir. Parce qu'on va, à chaque fois Cavalan ne fait pas de café. Hein. Oui, mais on n'a pas bu un Cavalan à 11h30, Romain. Non. Ah, j'avais pas la ref. J'avais pas la ref. Pas la ref. Il n'y a pas de ref. C'est vrai. Il n'y a pas de ref. Mais c'est pas grave. Non, mais j'avais pas compris que c'était en fait l'histoire du café de branding. Exactement. T'avais pas l'heure, quoi. Non. Exactement. Donc à chaque fois qu'on boira un café avec Manuel, on rechangera le nom. Donc vous habituez pas trop à Speakeasy. Si. Et on espère que ça vous plaît cette nouvelle DA. Et sinon globalement on va rien changer d'autre. Hein. Non. Peut-être que Romain tu vas mettre des vêtements pour les prochains podcasts. C'est ça. Voilà, ça nous arrangerait. Merci les gars. La bise. Salut. Bye bye.